Bonsoir à toutes et à tous. On est ensemble pour la prochaine demi-heure. Voici les titres de ce mardi 30 août. Richard Lagagné, nouveau recteur de l'Académie Nancy-Metz, fait sa rentrée, l'occasion d'évoquer dans les grandes lignes les thèmes importants de cette nouvelle année scolaire. D'ici quelques minutes, nous aurons plus de détails avec Chloé Gaillard qui s'est rendue au rectorat. Faciliter la mobilité de la population, c'est le cheval de bataille des collectivités. Focus aujourd'hui sur le démarrage du chantier de bus à haut service entre la vallée de la Fensch et Thionville. Et puis ce soir à 20h45, le FC Metz joue contre Rodez en Aveyron pour la 6e journée de Ligue 2. Retrouvez la présentation de cette rencontre dans notre édition du jour. Et mercredi, le temps sera nuageux. Quelques éclaircies sont prévues le matin, mais laisseront rapidement place à des averses éparses. Les températures seront douces de 15 à 28 degrés. Et dans quelques minutes, nous donnerons la parole à notre invité du jour, Belkir Belhaddad, député Renaissance de la première circonscription de la Moselle. Il évoquera son voyage en Algérie aux côtés du président de la République, Emmanuel Macron, déplacement pendant lequel la Moselle aura été évoquée, notamment sur un sujet de mécontentement depuis 2 ans, l'attente de la population pour la réouverture des vols Air Algérie. Et pour l'heure, on développe les grandes actualités. À 2 jours de la rentrée des classes, l'agenda du rectorat est déjà bien rempli. Aujourd'hui, c'était d'ailleurs les premiers pas officiels du nouveau recteur de l'Académie Nancy-Metz, Richard Lagagné. Pour comprendre quels sont les grands thèmes de cette rentrée scolaire, on retrouve Chloé Gaillard. Oui, Uranie, je me trouve au rectorat de l'Académie de Nancy-Metz en présence de Richard Lagagné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le recteur de la région académique Grand Est et à 2 jours de la rentrée scolaire, plusieurs points et notamment nouveautés ont été soulevés concernant cette nouvelle rentrée. Alors, passons tout de suite à un point qui a suscité un peu de débat, notamment dans la presse, avec les problèmes et les difficultés de recrutement, notamment en termes de professeurs, avec des formations express de contractuels. Pour autant, dans l'académie, vous dites que la situation est stable, voire même améliorée par rapport à l'an passé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors effectivement, dans l'académie, la situation est améliorée par rapport à l'an dernier. Nous avons bien sûr recruté quelques contractuels en ce début d'année en complément des contractuels qui étaient déjà dans le système éducatif. Et nous sommes actuellement en train de les accompagner, de les former, une formation qui va se poursuivre bien évidemment tout au long de l'année. Nous avons prévu une dizaine de journées de formation complémentaires au-delà de la rentrée. C'est un enjeu bien évidemment pour nous et une vigilance pour nous que de faire en sorte que la rentrée se passe bien, mais je suis serein. Très bien. En termes de pourcentage, on n'est pas si élevé que les années passées. Hein. Non, du tout. Si je prends le premier degré, on est sur un très très faible pourcentage de contractuels, puisqu'il s'établit à 0,7% d'une volumétrie de plus de 12 000 personnels. Donc on est vraiment sur très très peu de personnel consacré dans le premier degré. Et dans le second degré, ça s'établit à 8,7%. Mais en réalité, la plupart des contractuels étaient déjà contractuels dans notre système éducatif et sur l'ensemble, on a seulement 22 nouveaux contractuels que nous sommes en train d'accompagner. Dans l'académie. Et alors pour finir, je vous propose une dernière question. Vous parliez d'une école engagée en termes de mixité sociale, en termes de soutien aux personnes porteuses de handicap, plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous préciser justement la nature de cet engagement? Alors, je dis souvent qu'effectivement l'école est engagée d'abord parce qu'on voit au quotidien le formidable travail que proposent nos professeurs, nos chefs d'établissement, enfin l'ensemble de nos personnels en proximité de nos élèves et dans l'accompagnement des élèves. On a des sujets que nous devons encore fortement travailler. Je pense notamment à la question de l'égalité des chances. Il y a des enjeux
de mixité sociale. Nous proposons d'ailleurs de nouvelles, par exemple, sections internationales qui s'inscrivent dans cette perspective. Il y a des enjeux de projets éducatifs liés à la mise en place d'internats. Je pense aux internats d'excellence, une dizaine d'internats. Il y a des enjeux d'accompagnement des élèves à travers la mise en place de cordées de la réussite. Et nous avons doublé dans l'Académie de Nancy-Metz en peu de temps le nombre d'élèves en cordée, plus de 10 000 cette année à la rentrée. Enfin voilà, toute une série de dispositifs qui traduit à la fois l'engagement de tous nos personnels pour l'accompagnement et la réussite de nos élèves et des dispositifs qui s'inscrivent dans une perspective de lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Merci Monsieur Lagagné. Merci à vous. Quant à moi, je vous propose de me retrouver vendredi soir dans le Club de la Presse afin d'approfondir cette thématique. À bientôt. Focus maintenant sur les visites de canton. Patrick Veyten, président du département de la Moselle, était ce mardi à Boulay. Au programme notamment l'inauguration après 13 mois de travaux de la demi-pension du collège de Bergfad à Amsou-Warsberg. C'est un reportage de Jean Milon. Alors, comme équipement, j'ai 2 sauteuses. C'est pareil, c'est tout électrique. Après 10 années à la tête de cette cantine, c'est un vent de renouveau pour Xavier. On respire un peu plus. Bon, j'ai beaucoup de lumière, j'ai beaucoup plus de place. Voilà, ça me permet d'avoir vraiment du mouvement. Parce que dans une cuisine, parfois on est assez étriqué. Les 8 agents travaillant ici vont pour la rentrée pouvoir profiter d'une cuisine flambant neuve. Sauteuse, plaque à induction, four. En tout, le département a injecté 2 millions d'euros dans ce collège. Pour nous, il était indispensable qu'on ait une restauration qui réponde aux exigences à la fois naturellement des enfants, des exigences sanitaires, écologiques, mais également qui permettent au personnel d'avoir un environnement professionnel de qualité afin de produire et de servir des repas de qualité à l'ensemble des enfants qui nous sont confiés. Donc évidemment, je ne vais pas vous faire une visite trop commentée. Là, vous êtes dans la cuisine de bain. La grande nouveauté, c'est ce bar à salade. Plus d'excuses donc pour ne pas manger de légumes. En tout, cette année, près de 250 collégiens sont prévus à chaque service, soit plus de 2/3 du nombre d'élèves de l'établissement. On n'a pas vocation à aller chercher les élèves du village qui ne nous appartient pas. Un autre village va dans un autre collège. C'est pas le but. Le but, je pense, c'est le bien-être. Ça contribue au climat scolaire. Le climat scolaire de l'établissement est positif. Au total, le département a engagé un plan pluriannuel de 162 millions d'euros pour rénover les collèges les plus vétustes de la Moselle. Les prochains sur la liste sont ceux de Stiravandel et de Saint-Avold. Il peut se targuer d'une forte expérience dans le monde de la santé en zone de guerre. Raphaël Pitti, médecin, vient de rentrer de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Là-bas, il a notamment participé à l'installation d'un centre de formation pour le personnel soignant civil. La première session s'est déroulée les 26 et 27 août autour de l'échographie. On l'écoute. L'échographie, bien évidemment, devient un outil indispensable dans une situation où vous ne pouvez pas avoir à la fois l'imagerie au sens général, vous n'avez pas de scanner, vous n'avez pas d'IRM, vous n'avez pas ces moyens-là, et vous avez des afflux. Et grâce à l'échographie, en 5 minutes, vous pouvez savoir si le patient présente une pathologie qui nécessite éventuellement une intervention chirurgicale. Et donc nous avons axé notre formation sur des échographes que l'on ne voit pas encore sur le terrain, qui sont des échographes très petits, de 9 grammes exactement, et qui permettent en même temps d'être utilisés avec les smartphones du médecin. Donc la deuxième formation sera tournée vers les secouristes, vers ce qu'on appelle le damage control préhospitalier. Et ça, c'est vraiment très important. 50% des blessés meurent d'asphyxie ou d'hémorragie. Donc il est important que le secouriste, le sauveteur, puisse faire les gestes nécessaires à la survie de ces patients. Sinon, ils vont mourir dans l'heure. C'est ce qu'on appelle la golden hour, l'heure d'or, où on peut sauver le maximum de gens. Et donc, c'est vraiment très important que nous leur apportions ce savoir-faire. Et puis ensuite, il y aura une formation pour les médecins, les infirmiers, qui est justement le damage control, c'est-à-dire à l'arrivée à l'hôpital, qu'est-ce que doit faire le médecin, le tri, bien évidemment, et au même temps, quels sont les protocoles, les algorithmes qu'il faut mettre en place dans ces situations d'afflux, de victimes. Voilà. Et puis après, nous formerons aussi les chirurgiens, bien évidemment, et nous formerons aussi aux chimiques, car c'est un risque, et peut-être qu'il sera peut-être même nécessaire de former au nucléaire.
Et on passe à un tout autre sujet. Les grands gagnants du loto du patrimoine ont été dévoilés hier soir. En Lorraine, 4 sites ont été sélectionnés pour recevoir une aide financière à des fins de préservation. Sur cette image, vous apercevez la maison de drapier dite Berweiler à Cirque-les-Bains. Afin qu'elle ne soit pas détruite suite au constat d'un état de péril dangereux, l'édifice a récemment fait l'objet d'un classement d'office au titre de monument historique. C'est un des rares témoins des maisons de marchands édifiées dans la commune entre le milieu du XVIe et du XVIIe siècle. Lancés en début d'année, les travaux d'aménagement de Citizen avancent. Ces bus à haut niveau de service qui relieront la vallée de la Fensch à Thionville emprunteront 2 nouveaux ponts créés sur mesure, l'un au-dessus de la Moselle, l'autre au-dessus des voies ferrées. D'ici quelques semaines, les premiers lançages auront lieu. Anne-Sophie Gross a pu se rendre sur les chantiers. Explication. 7 mètres de large, 158 mètres de long, le chantier de construction de cet ouvrage d'art est colossal. D'ici début octobre, une partie du tablier sera poussée au-dessus de la Moselle pour rejoindre les piles de béton prévues pour l'accueillir. Une première étape importante et technique. Donc c'est un ouvrage métallique qui sera fait en 3 lançages. Donc là vous avez le premier lançage qui est en préparation. Donc c'est à peu près la distance là que vous aurez pour un lançage. Donc on va pousser cet ouvrage sur les piles. Donc il y aura 2 piles en Moselle. Et donc ça va être poussé au fur et à mesure pour arriver l'année prochaine à la réalisation finale de ce pont. Côté gare, le chantier est à peu près identique, au détail près que ce pont fera 310 mètres de long et enjambera les voies ferrées. Le but, permettre aux usagers de descendre directement sur les quais. C'est-à-dire que les gens, par exemple, de ce côté-là de la Moselle, ne soient plus obligés d'aller sur l'île de la Gare, donc d'embouteiller, on va dire, toute cette île, et puissent venir se garer ici, puisque la CA a un projet de parking silo à ce niveau-là. Donc, et les gens pourront passer à pied, par exemple, ici on est vraiment dans le quartier universitaire, donc là, en l'espace de 300 mètres depuis l'UT, vous serez à la gare. Objectif, désengorger les routes en incitant les usagers qui se rendent à Metz, au Luxembourg ou au sein de la communauté d'agglomération Porte de France à utiliser ces bus à haut niveau de service plutôt que leur voiture. On ne peut pas se permettre d'utiliser le pont des Alliés qui aujourd'hui est déjà hyper surchargé, d'où la construction des 2 ouvrages et en plus avec, je dirais, une prouesse technique, notamment celui sur la voie ferrée, qui nous oblige à travailler que la nuit et qui nous oblige aussi à arrêter les trains, ce qui nous coûte cher parce que la SNCF nous demande une redevance. Cet ouvrage coûtera 25 millions d'euros contre 15 millions pour le pont au-dessus de la Moselle. Et c'est le moment de nous intéresser à l'économie de notre territoire, c'est la rubrique du jour. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Vous l'avez sans doute vu, à quelques jours de la rentrée scolaire, la pénurie de conducteurs de car est réelle, notamment en Moselle. Parmi les entreprises implantées sur le secteur, Schindler a trouvé une parade pour le moment. Explication de Fanny Bragard. Sans chauffeur, impossible de faire rouler ces bus. Face à une pénurie criante de personnel, dans cette entreprise familiale, place au système D. Pour assurer les lignes régulières, tous les titulaires du permis transport de voyageurs prennent le volant. Je travaillais déjà dans les bureaux ici, à l'exploitation, au planning des conducteurs. Et donc depuis, j'arrive à combiner un petit peu mon travail administratif et la conduite des autocars, d'autant plus en ce moment où on manque de conducteurs. La crise n'est pas nouvelle, mais s'amplifie depuis le Covid. De nombreux conducteurs de bus ne sont pas revenus, freinés par la faiblesse des salaires et des horaires fractionnés. En sens inverse, Thierry a rejoint l'entreprise il y a tout juste 1 an, un choix qu'il ne regrette pas. C'est marrant, oui, donc c'est aujourd'hui. Et avant, j'étais professeur de sport. Il y a un changement complet, radical de qualité de vie, dans le sens où le métier de conducteur d'autocar donc permet de changer tous les jours de mission, des gens qu'on voit, la clientèle, les itinéraires. Malgré un taux horaire minimum à 12,10 €, soit 1 € brut de plus que le SMIC, la compagnie ne parvient plus à attirer des travailleurs. Nous, la pénurie, on l'a connue un petit peu plus tard que dans les groupes, parce qu'on est une PME familiale, donc en fait on avait d'autres atouts et d'autres choses qui attiraient les candidatures. Sauf que là, on se retrouve dans la même situation que nos confrères, et donc effectivement, c'est problématique. Pour assurer le transport conventionné, qui représente 60% de son activité,
Thierry Schidler a dû ralentir son offre touristique. Conscient des contraintes du métier qui imposent de lourdes amplitudes horaires, l'autocariste estime que les collectivités devraient revoir leurs appels d'offres pour l'exploitation des lignes scolaires. Les appels d'offres, c'est au mieux disant. Le mieux étant basé sur la qualité, sur le respect de l'environnement. Voilà. Et le moins disant, c'est souvent le prix. Pour éviter d'avoir trop de concurrence au moins disant, qui se traduit après par des salariés moins bien payés, eh bien, il serait nécessaire dans les appels d'offres d'intégrer une obligation d'un minimum de taux horaire à nos conducteurs. Grâce à cette rémunération plus juste, la profession espère à nouveau faire le plein de conducteurs de bus. L'actualité aujourd'hui se passe également sur le terrain. 3 jours après sa défaite à la maison face à Dijon, le FC Metz a déjà l'occasion de se remettre la tête à l'endroit. Les joueurs de Laszlo Bologna se déplacent sur la pelouse de Rodez ce mardi soir pour la 6e journée de Ligue 2. À cela, une autre information, cette semaine toujours, la fin du mercato jeudi soir qui bouleverse les plans du staff messin. Pour le FC Metz, difficile de préparer sereinement cette semaine à 3 matchs et ce déplacement à Rodez ce mardi soir, tant le mercato bat son plein du côté de Frascati. William Michael-Brensis va signer à Hambourg en D2 allemande, David Oberhauser est parti du côté de Boulogne en National 2 et Anthony Mzaba est prêté avec option d'achat par l'AS Monaco. Mais ce n'est pas fini et ça ne fait même que commencer, à en croire Laszlo Bologna. Quelques joueurs qui ont été pas contents de leur situation ici. On pense qu'ils vont trouver leur solution d'ailleurs parce qu'ils ont été vraiment demandeurs pour que ça soit très très clair. Ils ont été vraiment demandeurs, pas seulement demandeurs, presque protestataires. De s'en aller. Si certains veulent partir, d'autres sont toujours là, comme Kiki Kouyaté. De retour dans le groupe depuis quelques jours, le défenseur malien semble avoir été pardonné par le staff après avoir refusé sa convocation il y a quelques semaines. Les Messins vont devoir faire abstraction de ce climat particulier pour venir à bout de Rodez, tombeur de Bastia en Corse samedi dernier. C'est une équipe difficile à manœuvrer qui dans l'axe défensif ils sont extrêmement costauds, des grands travailleurs au milieu dans les couloirs, des grands travailleurs et puis devant ils ont des atouts. Fabien Santons fait lui son retour dans le groupe et pourrait connaître sa première titularisation de la saison sur le côté droit avec le départ de William Michael-Brensis. Devant, il faudra un grand Georges Mikotadze et un Ibrahim Niane revanchard après son pénalty manqué face à Dijon pour faire la différence en Aveyron. Allez, on lâche le ballon pour la raquette. En tennis, Hugo Humbert n'a malheureusement pas croqué la grosse pomme à New York. Il a été éliminé dès le premier tour de l'US Open, 4e levée de Grand Chelem de la saison. Son bourreau, son compatriote Benjamin Bonzi. Revenu à 2 manches partout, le Messin s'est finalement incliné dans l'ultime set. Le score exact, 7-6, 6-1, 5-7, 3-6, 6-2. Prochain rendez-vous pour Hugo Humbert, le Moselle Open évidemment, du 18 au 25 septembre. Et de retour de son voyage en Algérie avec le président de la République, Belkir Belhaddad a fait escale sur notre plateau. C'est l'invité du jour. Belkir Belhaddad, vous êtes député Renaissance de la première circonscription de la Moselle, mais sentons surtout que vice-président du groupe d'amitié France-Algérie, que vous avez accompagné le président de la République Emmanuel Macron lors de son séjour à Alger la semaine dernière. Un voyage qui coïncidait avec le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. En première question, que retenez-vous finalement de ce voyage ? Le sentiment partagé avec nos amis algériens d'une visite réussie avec des projets concrets en matière économique, en matière culturelle, en matière sportive pour préparer les JO de 2024, mais aussi le traitement de sujets beaucoup plus sensibles, difficiles, que sont les questions mémorielles. Vous savez, l'engagement du président de la République Emmanuel Macron sur ces sujets-là. Et il a réussi à obtenir de la part du président algérien Tebboune le fait qu'il y ait une commission mixte
d'historiens algériens et français pour traiter de ces sujets, de la décolonisation jusqu'à la guerre d'Algérie. C'était une volonté de traiter la partie colonisation par la partie algérienne. Donc, beaucoup de choses extrêmement intéressantes avec un sentiment partagé, je le dis encore une fois, d'avancer vraiment ensemble de manière beaucoup plus sereine. Pour continuer à l'apaisement des tensions et l'apaisement notamment des mémoires. Vous avez tenu à mettre la Moselle en avant pendant ces échanges avec un sujet qui vous tient à cœur, mais qui tient à cœur aussi à la population, la reprise des vols Air Algérie sur le sol lorrain. Donc après 2 ans de pandémie, la liaison est enfin rétablie. Est-ce que c'est une victoire ? C'est une victoire. L'objectif est effectivement de réussir à faire en sorte qu'Air Algérie revienne en Moselle. Moi, je me considère en tant que parlementaire comme ambassadeur de notre territoire, aussi bien à l'Assemblée nationale pour porter nos sujets nationaux, mais également à l'étranger quand il s'agit d'accompagner le président de la République. Et sur ce sujet difficile, à la fois pour nos entreprises, pour l'aéroport et le devenir de l'aéroport, mais aussi pour tous nos concitoyens qui vont régulièrement en Algérie, que je me devais également d'évoquer le sujet auprès du président de la République Tebboune, auprès d'Emmanuel Macron, des différents ministres concernés par ces dossiers. Et j'avoue être agréablement surpris parce que ce sujet a été abordé à l'occasion d'une réunion entre les 2 gouvernements et en présence des 2 présidents de la République. Il y a un engagement ferme du président Tebboune. Sur en plus pas mal de vols, donc il y a 6 vols vers Alger, tout à fait. 2 Constantine et un vers Oran. On est même sur un nombre de vols plus important. Que par le passé. Voilà, je pense que c'est une excellente nouvelle, à la fois pour nos entreprises, pour nos concitoyens qui vont régulièrement en Algérie, pour nos amis algériens qui souhaitent également se rendre sur notre territoire, et puis l'aéroport et son devenir. Alors on imagine que beaucoup de thèmes ont été abordés, parmi d'autres, les discussions sur l'accueil des étudiants algériens sur le territoire français, des discussions qui ont été relancées à cette occasion. Oui, tout à fait, comme beaucoup d'autres sujets, et l'engagement a été pris à l'occasion de la signature de ce partenariat franco-algérien renouvelé, concret, extrêmement ambitieux, y compris sur le déplacement d'étudiants algériens. L'engagement qui a été pris, c'est d'avoir plus de 8000 étudiants par année. Habituellement, on en a 30 000 avant que Covid, et là, c'est 8000 supplémentaires pour entretenir ces relations importantes, notamment au sein de l'université Lorraine. Alors ce déplacement, ce n'était pas qu'un rendez-vous ponctuel. L'idée, c'est de garder un lien régulier, de continuer à travailler ensemble régulièrement. C'est vrai que par le passé, les accords entre la France et l'Algérie sont assez souvent restés lettres mortes. L'objectif et l'ambition des 2 parties prenantes, et notamment du président Emmanuel Macron, c'est qu'on embraye immédiatement sur des actions très concrètes dans les semaines, dans les mois qui viennent. Vous voyez bien la décision qui a été prise de remettre les liaisons, les dessertes d'Air Algérie en France, et ça va continuer comme ça sur un certain nombre de secteurs. Il y a un haut comité de coopération qui va se mettre en place et qui va permettre de faire le point très régulièrement entre les 2 présidents et les 2 exécutifs. Emmanuel Macron nous a demandé, en tout cas sur la partie française, d'être à l'offensive, d'accompagner le gouvernement d'ici un mois ou 2 pour faire un point sur toutes les actions et projets en cours. Alors on espère en tout cas que vous ne manquerez pas de faire parler de la Moselle au-delà de nos frontières. Merci Belkir Belhaddad d'avoir partagé le plateau avec nous. Merci à vous. Et on termine cette édition avec l'image du jour. Un nouvel arrivage dans la flotte de bus messin. Voici la navette N71 du réseau Le Met. La ligne relie le centre commercial de la Tannerie à Saint-Julien-les-Metz au quartier Belle-Croix de Metz. Les habitants pourront l'utiliser les mardis et vendredis matins de 9h à 12h30 pour se rendre au marché de Metz-Borny. Le minibus desservira aussi le quartier des affaires de la Tannerie, la mairie de Belle-Croix, les commerces de l'avenue de l'Europe et du boulevard Mettmann.
Et merci de nous avoir suivis, mais ne partez pas tout de suite puisque Moselle Sport revient dès 18h30. Passez une très belle soirée sur Moselle TV.